Alors maintenant, nous allons ouvrir le premier panel. Le premier panel, c'est sur les droits et obligations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors tout d'abord, c'est Madame Chantal Sénépard. Madame Chantal Sénépard, représentant Monsieur Maxime Prévost, ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du patrimoine. Madame Sénépard va nous parler de la politique du handicap et le transfert des compétences en région wallonne. Merci. Madame. Non, c'est regarde. J'ai calculé, ils sont 4. Ah, il y a le débat après. Ah, d'accord. Ça va, l'étiquette soit. De toute façon, une petite minute. Ok, je ne l'avais pas marqué là. Sur 10. 10 minutes. Pardon. Alors, 11h20. 11h30. 11h40. Ok. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tiens d'abord à excuser Monsieur le ministre Maxime Prévost qui malheureusement ne pourra pas nous rejoindre en cours de journée puisque sa commission parlementaire exceptionnellement cette semaine a lieu le jeudi. Et donc je suis très heureuse de pouvoir vous présenter et de pouvoir être parmi vous. Je vous remercie Madame Lassois de m'avoir invitée. On m'a demandé de parler du transfert de compétences et de la politique du handicap, et donc je vais m'atteler à l'exercice. Alors, les transferts de compétences découlant de la 6e réforme de l'État constituent effectivement un enjeu important pour notre région, mais aussi, et je le pense sincèrement, une réelle opportunité de mieux rencontrer les besoins des personnes. Nous nous devons de construire une santé wallonne intégrée, où les enjeux afférents aux personnes âgées, aux aînés, pour parler correctement, aux personnes en situation de handicap ou présentant des problèmes de santé mentale, sont pensés ensemble en vue de solutions plus efficaces, étant donné la relative similarité des besoins. Alors, deux grands principes guident cette réforme. Le premier, c'est d'assurer la continuité du service public, effectivement, puisque les transferts se feront progressivement et seront encore gérés en partie par nos homologues du fédéral, le temps que le grand OIP wallon soit effectivement en place. C'est de rendre aussi la politique de santé beaucoup plus homogène. C'est d'assurer une meilleure cohérence et une meilleure convergence des politiques francophones. C'est pouvoir enfin affirmer le fait régional. C'est aussi prendre en compte les concertations institutionnelles et sociales et surtout et avant tout, inclure les acteurs et les mutualités dans le processus. Alors, parmi les compétences transférées, on peut noter la politique hospitalière, la politique des aînés, et notamment le contrôle des prix des maisons de repos, les normes et le financement des maisons de soins psychiatriques et d'habitation protégées, les plateformes de concertation en santé mentale, les politiques de prévention et de promotion de la santé, les soins de première ligne, les aides à la mobilité, les allocations des personnes âgées en matière de handicap et bien d'autres encore. J'ai là cité les plus importantes et celles qui sont en lien avec la thématique. Alors, pour revenir à l'allocation aux personnes âgées, celle-ci devra dorénavant être réfléchie aux transversalités au regard des autres compétences wallonnes, telles que les structures d'accueil de jour, les cours ou longs séjours, mais aussi les services d'aide à domicile, les aides matérielles, le budget d'assistance personnelle, et ce afin de permettre aux personnes en perte d'autonomie de choisir le mode de vie qui leur convient. Tout ceci devant prendre place effectivement dans le nouvel OIP, le nouvel organisme d'intérêt public pour lequel les textes seront déposés au gouvernement, comme l'a annoncé Monsieur le ministre, en mai de cette année. Alors, le financement et la gestion de la couverture autonomie doit être pensé en profondeur. Vu l'évolution de la pyramide des âges, la contribution de l'État à un moment donné ne sera plus suffisante pour couvrir les besoins liés à la prise en charge de la dépendance. Il convient donc d'étudier dès maintenant de nouveaux modes de financement. La logique assurantielle de notre système de sécurité sociale est l'une des options. On peut le constater, en Allemagne et au Luxembourg, on a opté pour un système de financement mixte qui allie à la fois la dotation publique mais aussi des cotisations sociales. Il faut penser à un système viable qui rencontre à la fois le besoin et surtout le libre choix des personnes. La déclaration de politique régionale souligne une volonté politique d'améliorer la qualité de vie des aînés,
des personnes en situation de handicap et de renforcer les dispositifs du monde de la santé en général. Elle prévoit de privilégier des réponses concrètes au travers de projets, qu'ils soient publics ou associatifs, à domicile comme en institution, par des interventions en fonction des besoins et des prestations. Il s'agira donc de trouver une articulation efficiente entre les services d'aide existants en partant d'une grille de lecture de la perte d'autonomie et en plaçant au cœur les besoins de la personne. Il faut donc repartir d'un système où l'offre s'adapte aux besoins et plus l'inverse. Si nous voulons donner du sens à l'inclusion, soit une participation pleine et entière des personnes handicapées telle que l'impose l'article 19 de la Convention, ce sont toutes les politiques wallonnes, qu'elles soient de l'action sociale, de la santé, de la mobilité, du logement et de l'emploi, pour ne citer elles, qui devront intégrer la question du handicap au cœur même de leurs actions. Le handicap est plus que jamais un enjeu de cohésion sociale, à l'heure où la place est trop souvent laissée à des replis sur soi. Alors laissons les peurs et la résignation faire place à la confiance et à la solidarité. Une personne handicapée est d'abord et avant tout une personne. Ce n'est qu'en fonction de la spécificité de sa situation que des réponses plus spécifiques doivent être recherchées. Il faut plus que jamais travailler les transversalités et les articulations avec nos homologues ministériels ainsi qu'avec les autres administrations. Des partenariats existent déjà et c'est très bien. Il faut aller dans ce sens, il faut poursuivre et mutualiser nos actions pour plus d'efficience au bénéfice des personnes et rappeler à chaque instant que les services généraux doivent bien s'adresser à l'ensemble de la population. Il est également essentiel de proposer une offre diversifiée de services afin de rencontrer une multitude de besoins et de favoriser autant que faire se peut le milieu naturel de vie des personnes. En collaboration bien sûr avec les familles et les aidants proches, je rappelle le rôle important et la reconnaissance qu'il faut apporter aux aidants proches. Ceci en invitant les services à se réinventer autour d'une coproduction avec l'individu pour qu'il y ait plus de personnes et moins d'institutions. Il est indispensable d'articuler l'approche du handicap et d'assurer autour de la ligne de la vie de la personne et d'assurer ainsi un continuum de prestations allant de l'annonce du handicap en passant par les questions de l'accueil, de la crèche, de l'intégration scolaire et extrascolaire, de la culture, de la formation, de l'emploi, de la mobilité, du transport, du logement et de l'accessibilité dans tous ces états. Il est nécessaire de mener une politique qui vise aussi bien le maintien et l'amélioration de la prise en charge à domicile que la mise en place de formules intermédiaires telles que les répits et que de nouvelles formes d'hébergement, d'accueil et de soins. Une attention particulière devra également être apportée aux situations de grande dépendance et à l'ensemble des actions qui en découlent afin de construire avec le secteur des réponses adaptées aux besoins des personnes. Cela passera notamment par la mise en place d'un plan grande dépendance, reprenant tant l'axe individuel que l'axe communautaire et collectif. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à œuvrer à la création d'un plan accessibilité étalé et réaliste, afin de rendre les bâtiments, les transports et les services accessibles aux personnes handicapées et à permettre l'accessibilité à l'offre de logement. Des groupes de travail ont déjà eu lieu dans ce sens. Je suis ravie de voir que mon collègue du cabinet Furlan est parmi nous aussi. Alors, nous sommes pour travailler à cette grande tâche, attelés aussi les conseils du collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles. En matière d'aménagement de lieux publics, malheureusement, encore aujourd'hui, force est de constater que de nouveaux bâtiments publics sont érigés dans la totale ignorance des normes d'accessibilité. Leur adaptation aux normes peut effectivement s'avérer très coûteuse, voire impossible. C'est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour que les bâtiments qui seront dorénavant construits soient dès le départ et d'emblée conçus dans le strict respect des normes établies pour assurer leur accessibilité à tous. Pour ça, plusieurs actions doivent être menées de front, à la fois de la sensibilisation, de l'information et de la formation. Il faudra également inventorier les lieux déjà accessibles, en faire la publicité et veiller à ce que toute nouvelle construction puisse, par le respect des normes, se retrouver d'emblée dans cet inventaire. De façon plus large, il faut penser la ville autrement, garantir des services de proximité afin d'améliorer la qualité de vie des personnes, qu'elles soient valides ou en situation de handicap, jeunes ou âgées. Enfin, le gouvernement, dans la ligne de résolution adoptée à l'unanimité par le Parlement wallon le 5 février 2014,
entend également accompagner les personnes handicapées pour l'accès à une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie, ce droit faisant partie des libertés fondamentales. Les comportements de privation, de non-éducation, ainsi que l'exclusion sociale sont contraires au respect des droits de l'homme et de l'enfant, et notamment au droit à l'éducation. Peu de personnes handicapées reçoivent une éducation sexuelle adaptée. Les personnes déficientes intellectuelles, selon le degré de leur handicap, aspirent cependant à connaître aussi une vie affective et sexuelle en se prenant davantage en charge et en développant une meilleure conscience de leurs capacités et de leurs limites. Pour ce faire, le gouvernement développera des politiques de sensibilisation et de formation du personnel et conditionnera l'agrément des centres agréés par l'agence à l'application d'un projet pédagogique résolument ouvert à la vie relationnelle, affective et sexuelle des usagers et usagères, tout en respectant leur volonté. Ces axes de la politique, le ministre Maxime Prévost entend les mener à bien au cours de cette législature, afin d'apporter des réponses utiles et concrètes aux besoins de reconnaissance et de bien-être de toutes les personnes en situation de handicap. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on a récupéré le retard.